شكرا. تعرفوا الظروف نتاع الصحية اللي تمر بها البلاد. رغم هذه الظروف فإن المعهد الوطني للتراث دائرة المجلس العام للبحوث قامت إلى حد الآن بإعطاء حصص علمية، وهي هذه الحصة الثالثة. وتعرفوا الظروف دوامة الجائحة احنا مجبورين باش نتكلموا اونلاين لتقديم مجموعة التدخلات العلمية. واليوم سوف نقدم محاضرتين، والمحاضرة الأولى ستقدمها الزميلة وفاء بن سليمان، مكلفة بالبحوث الأثرية والتاريخية اختصاص تراث مغمور بالمياه. وعنوان المحاضرة Archéologie préventive au milieu subaquatique, l'exemple du littoral de Gamart à Carthage. التدخل الثاني وعنوانه ستقدمه السيدة سهير بن كروية، وهي مهندس معماري بالمعهد الوطني للتراث، مشرفة على مشروع تهيئة المخبر الوطني للمخطوطات بالقيروان. بهذه المناسبة وقبل تقديم تقدم السيدة وفاء Bonjour tout le monde, chers invités, chers collègues et amis. Donc, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter une communication intitulée Archéologie préventive en milieu subaquatique, étude de cas, le littoral de Gamart à Carthage, dans le cadre du projet de protection contre l'érosion marine. Donc, cette mission d'expertise archéologique subaquatique conduite par l'Institut national de patrimoine, qui s'est déroulée du 1er novembre au 20 décembre 2021, s'inscrivait dans le cadre du projet de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral sur la protection de la côte de Gamart à Carthage contre l'érosion marine. L'objectif de cette mission a été de mener des prospections préventives avant l'exécution des travaux d'aménagement et d'implantation des ouvrages de protection en mer. Il s'agissait de localiser les lieux de mouillage et de vérifier s'ils pouvaient receler un mobilier archéologique et de retrouver des épaves aux abords de la côte. Cette zone s'étendait de Gamart à Carthage sur une bande côtière linéaire s'étend sur plus de 15 km environ, partant de la côte et s'arrêtant à la courbe bathymétrique moins 10 mètres. Suivant. Donc, je présenterai le cadre naturel et environnemental de cette mission. Donc, cette zone, les conditions météo-marines qui caractérisent notre zone d'intervention est caractérisée par les vents les plus fréquents qui proviennent du secteur sud à nord-nord-ouest avec une forte prédominance des vents d'ouest. Les vents les plus forts proviennent du secteur ouest-sud-ouest à nord-ouest et de la direction est-sud-est. Les levées bathymétriques sont réalisées selon des radiales perpendiculaires à la côte espacées de
25 mètres et ayant une largeur de 1000 mètres à partir du niveau des marées basses jusqu'à l'isobat -10. Ces levées sont réalisées sur un linéaire de côte de 15 km à partir de la marina de Gamart jusqu'au Salambo. La superficie des levées bathymétriques est d'environ 1500 hectares. Donc nous voyons ici donc, notre zone d'étude qui s'étend de la marina de Gamart jusqu'à Salambo. On voit que les courbes bathymétriques -10 mètres en fait se rétrécit au niveau des deux caps rocheux surmontés par des falaises et qui sont Cap Gamart au nord et plus au sud de Cap Sidi Bou Saïd, appelé aussi Cap Carthage. À côté, nous avons un schéma de la rosace des vents et qui nous montre les vents dominants qui caractérisaient notre zone. Donc, ces données sont très importantes et primordiales en fait pour étudier le cadre où ont été découverts ces objets archéologiques. Donc, cette bande côtière, en fait, est caractérisée par une zone d'érosion marine très aiguë et aussi un autre phénomène qui est l'évolution du trait de côte. Donc, en ce qui concerne l'évolution de la ligne de côte, il a fait l'objet d'une étude déjà diachronique au niveau de l'étape A dans le cadre de ce projet. Donc, par exemple, le Cap Gamart, on distingue 3 tronçons au niveau de cette zone, en fonction des alternances des processus d'érosion et ou d'engraissement. Nous avons le tronçon 1, donc, qui est en amont de la marina de Gamart. Il s'agissait d'une érosion et relevé au niveau de ce tronçon le recul du trait de côte enregistré donc, au niveau des plages sableuses varie entre 5 mètres et 10 mètres. Et sachant que nous recensons déjà un site archéologique juste à côté de la marina. Il s'agit d'une villa maritime avec des bâtiments qui ont été identifiés à des termes privés. Donc, le second tronçon, donc, il coïncide avec la plage de Gamart, située en aval de la marina et qu'il s'adosse aux falaises. Donc, cette crique meublée de sable et engraissement, son trait de côte a subi une avancée allant de 1 demi-mètre jusqu'à 8 mètres. Et celui-ci entre 2001 et 2020. Le tronçon torois, il est dominé par des falaises et des côtes rocheuses et marqué par les évolutions les moins importantes du secteur du Gamart. Donc, pour la zone du Gamart, donc, l'érosion marine elle est très aiguë et l'évolution du trait de la côte est très remarquable. Donc, la deuxième zone, c'est la zone touristique, ce qu'on appelle la zone touristique. Donc, cette zone, la tendance générale au niveau de cette zone, donc, attestée, atteint par certains endroits de 15 mètres à 22 mètres, donc l'évolution du trait de la côte. Quelques zones ont enregistré un engraissement entre plus 3 mètres jusqu'à 8 mètres. Donc, il y a ici les deux phénomènes, donc l'évolution du trait de la côte, soit par engraissement, soit par érosion marine. En ce qui concerne la plage de la Marsa, donc sur l'ensemble de la période 2001-2020, donc la plage de la Marsa était soumise à des épisodes d'érosion et d'engraissement aussi, donc, mais elle n'est pas très remarquable. La zone de Sidi Zarif, donc, ou ce qu'on appelle le cap Sidi Bou Saïd. Donc, durant ces dernières années, donc, cette zone n'a pas connu des séquences d'évolution remarquables. Donc, en général, ce tronçon de côte semble être stable, avec un taux annuel d'érosion des sédiments ne dépassant pas les 20 cm. Donc, cette zone, donc, les conditions géomorphologiques et la composition géologique de cette falaise donc, a permis que l'érosion n'affecte pas cette partie de la côte. Donc, en ce qui concerne le cap Sidi Bou Saïd, donc, elle est stable aussi, sans processus d'érosion ou d'engraissement. La zone entre Sidi Bou Saïd et Amilcar, donc les moyens annuels et les écarts, donc type calculé sur toute la période d'analyse,
au niveau de la zone de Sidi Bou Saïd à Milkar montrent des valeurs d'érosion donc allant jusqu'à plusieurs mètres. Ces valeurs donc reflètent la stabilité de cette zone quant au processus d'érosion et d'engraissement durant la période, donc toujours sur une vingtaine d'années. Donc, l'évaluation a été faite. Donc, la zone Carthage-Salambo, c'est une zone qui a alterné entre érosion et engraissement de faible intensité aussi. Donc, les moyennes annuelles d'érosion et d'engraissement sont inférieures donc, à moins 80 cm et allant jusqu'à 1,4 m respectivement, et reflètent les faibles intensités des phénomènes d'érosion et d'engraissement dans cette zone. Ainsi, la zone de Carthage-Salambo est une zone qui n'a pas été affectée significativement par les phénomènes d'érosion au cours de ces 20 dernières années. Alors, je vais vous montrer ici, donc quand vous voyez l'évolution des traits de la côte entre engraissement et érosion marine, le flécheur. Donc, on voit ici les images de quelques sections de cette partie de la côte, donc du côté de Gamart, du côté de la Marsa. Donc, ici aussi, nous avons quelques images du côté de Beit el-Hekma. Et ici, le site archéologique, donc, où nous avons des vestiges qui s'étendent sur presque une centaine de mètres. Il s'agit des restes des vestiges d'une villa maritime, donc avec des termes privés. Donc, on voit que en fait, l'évolution de trait de la côte et l'érosion marine a complètement démantelé toutes les structures qui se trouvent des origines normalement ont été construites à terre. Aujourd'hui, en partie, ils sont submergés. Et les structures donc, qui sont en place, qu'on voit ici, elles s'élancent vers le large jusqu'à plus de 100 mètres. Donc, l'équipe qui a participé donc, à cette mission et que grâce à eux, ce travail a eu lieu. C'est les partenaires sont l'Institut national du patrimoine, le ministère de la Défense nationale, l'Agence de protection et d'aménagement du littoral, le bureau d'études Maritech, le club de plongée, donc centre de plongée Scuba Libre et en particulier M. Slim Mdimar, donc plongeur scaphandrier et directeur technique. Donc, que j'en profite de cette opportunité pour le remercier énormément parce que grâce à lui, donc, nous avons pu découvrir plusieurs sites parce qu'il est déjà résident dans les banlieues nord et il connaît pas mal donc, des sites de plongée. Donc, grâce à lui, donc, nous avons pu avancer avec une certaine précision et professionnalisme. Ensuite, nous avons aussi le soutien de la Marina de Gamart qui nous ont bien accueillis, donc en particulier le capitaine Enis Zarrour, ainsi que la garde nationale maritime du district de Tunis Nord. Donc, nous, on s'adresse vraiment nos vifs remerciements à toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Donc, du côté de l'INP, bien sûr, il y a eu la participation et l'encadrement scientifique et technique de cette mission par moi-même et Madame Fatma Bouhlel et Mademoiselle Hanin Warteni, qui ont participé à cette mission. Du côté donc, de Maritech, en fait, l'engagement. J'en profite aussi de cette occasion pour parler un peu du contexte général. Donc, cet partenariat entre l'INP et la PAL dans ce projet était en fait, la PAL a alloué un budget spécifique pour l'expertise archéologique déjà en amont et en aval de ce projet, d'où s'inscrivait notre mission archéologique. Ce budget nous a permis en fait de se faire payer les plongeurs professionnels, compléter les équipements nécessaires à cette mission, payer aussi le carburant pour notre embarcation et d'autres frais de cette mission. Nous avons aussi eu l'occasion de la participation des plongeurs confirmés à titre bénévole qui nous ont soutenus pendant notre intervention, comme M. Adel Bouajina, Sofiane Benaïs, Mahdi Taper, que je les remercie énormément.
et bien sûr notre partenaire, donc le ministère de la Défense et tous nos collègues marins, plongeurs, des mineurs, donc, qui nous ont accompagnés pendant cette mission. Donc, quelques images donc, de l'équipe en travail que vous voyez ici. Donc, pour les méthodes de prospection, donc, pour tenter de localiser et d'identifier donc, les sites archéologiques subaquatiques, la méthode des recherches dépendait d'un certain nombre de facteurs, tels que la visibilité, le courant, la profondeur, la nature de fond et la superficie de la zone à inspecter. Donc, notre zone de prospection est limitée à des fonds de 0 à 10 mètres et a fait l'objet de recherches visuelles par des plongeurs à l'aide d'une filière. Donc, il s'agit parfois des recherches circulaires, des recherches par quadrillage de fond. Donc, vous voyez ici quelques schémas qui représentent les modalités de prospection sous l'eau. Donc, dans certains secteurs, des plongeurs qui ont été tractés par une embarcation en utilisant un aileron par un temps calme et avec une bonne visibilité. Donc, cette technique, en fait, demande que les conditions marines soient vraiment favorables et on a une vision très claire pour pouvoir en fait repérer les vestiges sous l'eau. Donc, les plongées se sont déroulées à 2 ou à 4 plongeurs qui suivaient le cap au compas. Les points d'immersion et les points de retour en surface, comme les directions suivies, ont systématiquement été relevés au sondeur GPS et cartographiés. Durant la plongée, le support de surface Tanit est resté manœuvrant au-dessus des plongeurs, tant pour assurer leur sécurité en cas de navigation que pour positionner les tracés au GPS. Donc, chaque élément archéologique observé au fond est signalé en surface par un flotteur visible et léger qui permettra ultérieurement de les repérer en surface et enregistrer leurs coordonnées à l'aide d'un GPS. Donc, les objets donc trouvés sont manipulés avec précaution en utilisant des parachutes de levage et ce afin de garantir la conservation des objets eux-mêmes et à préserver tout leur potentiel d'information. Ici, vous avez quelques images donc, sur les moyens utilisés, les techniques utilisées de prélèvement. Juste, je fais une remarque donc, sur notre stratégie de prospection dans le cadre de ce projet. En fait, nous se fatiguer en quelque sorte pour rien. Donc, il faut utiliser des moyens géophysiques surtout, car les vestiges sont à 100% par exemple enfouis sous les sédiments. Donc, on ne sait pas s'arrêter beaucoup sur les fonds sablonneux. Donc, on s'est concentré surtout dans les zones rocheuses où on présume qu'il y a un potentiel archéologique. Donc, ça en ce qui concerne donc, la prospection. Une fois donc les objets sont prélevés, donc et dès la sortie de ces... Donc, il importe de consigner l'ensemble des observations sur le contexte de découverte des objets prélevés afin de ne perdre par oubli ou négligence aucune information. Donc, vu que le séjour des objets sous l'eau les a fortement fragilisés, fragilisation renforcée par l'action du sel dont ils sont gorgés et le changement du milieu lorsqu'ils arrivaient à l'air. Il faut donc impérativement appliquer des méthodes de conservation préventive, nettoyage, conservation en eau et dessalage dans des bacs d'eau douce. Selon la nature de leurs matériaux, les objets peuvent faire l'objet d'un traitement en laboratoire pour qu'ils puissent être stabilisés et conservés ultérieurement. Donc ici quelques photos donc, qui illustrent les différentes phases donc, dans notre intervention archéologique. Une fois on découvre l'objet sous l'eau, donc il y a tout un travail de documentation aussi sous l'eau, parce qu'en fait, on n'a pas prélevé systématiquement tous les objets. Nous avons, c'est-à-dire procédé à un prélèvement sélectif, c'est-à-dire suivant est-ce que cet objet, surtout s'il se trouve dans une profondeur, c'est-à-dire une profondeur qui
limitée, c'est-à-dire entre 0 et 2 mètres. Donc, elle est menacée par le pillage. Surtout que cette zone, entre Gamart et Kardar, on sait que c'est une zone urbaine, que c'est une zone déjà pas très fréquentée, mais surfréquentée, soit par les plaisanciers, soit par les chasseurs, soit par les pêcheurs locaux. Donc, jusqu'à ce jour, donc, c'est une zone vraiment très, très prisée. Donc, suivant l'état de conservation des objets, donc, nous avons procédé à un prélèvement sélectif. Donc, et pour les autres qu'on laisse, donc dans la plupart des cas, ce sont en fait, des fragments. Donc, quand même, on enregistre, on identifie, on photographie, on prend toute la documentation nécessaire, mais on ne peut pas prendre tout. Surtout qu'il faut disposer par la suite et assurer toute la chaîne opératoire, avoir des dépôts, avoir des spécialistes en conservation, restauration, et donc nous avons opté pour la préservation in situ, donc pour les futurs, pour la génération future. Donc, une fois l'objet est sorti, donc le nettoyage est effectué à l'eau courante à l'aide de petits outils, brosses, pinceaux, pics de bois. Il a pour objectif d'éliminer les sédiments meubles, sable, algues ou autres qui masquent la surface de l'objet. Il doit permettre une meilleure visibilité de la surface de l'objet et limiter le développement des micro-organismes. Les objets ne doivent pas être dégangés, c'est-à-dire avec des concrétions. Et surtout, les concrétions ne doivent pas être éliminées. Elles protègent l'objet et sa surface. Donc, car un objet dégangé s'altérera prématurément. Donc, l'étape suivante, donc une fois l'objet est enregistré, nettoyé donc, de façon préliminaire, on passe à l'opération primordiale pour le traitement des objets donc, issus du milieu marin, l'opération, ce qu'on appelle le dessalage, qui est effectuée par un bain d'eau douce. Ce traitement simple et efficace donc, nécessite au moins de grandes quantités d'eau et du temps. Il faut compter en moyenne entre 20 et 30 jours pour dessaler les objets. Donc, cette variation est due à la porosité des objets et à leur volume. Donc, normalement, l'extraction des sels solubles est contrôlée par mesure de la conductivité des bains de dessalage. Donc, en effet, les sels se présentent dans l'eau augmentent sa conductivité électrique. Donc, si l'on ne dispose pas de ce qu'on appelle un conductimètre, si c'était notre cas, donc, pour vérifier le dessalage, il est important de prolonger au maximum la durée de dessalage, surtout si l'objet est grand et épais. Donc, bien sûr, cette opération est suivie par une fiche type de dessalage qui a été utilisée. Donc, le marquage, donc, au fur et à mesure, bien sûr, et avant de procéder à l'opération de dessalage, c'est-à-dire mettre les objets dans des bassins, donc, nous avons procédé à l'opération de marquage du mobilier qui s'effectue effectuée de façon indirecte, donc c'est-à-dire par un système d'étiquette à l'endroit le mieux adapté et au cas par cas, ça dépend, c'est-à-dire de type de mobilier. Donc, ce marquage permet leur identification par un numéro d'inventaire. Le numéro d'inventaire comporte la date de la découverte, le nom du site et le numéro d'ordre de l'objet. Après le séchage, donc le traitement et la documentation du mobilier, subit l'opération de dessin technique, de documentation photographique et un marquage définitif qui sera effectué ultérieurement selon bien sûr un protocole bien défini. Donc, actuellement, donc, ce mobilier archéologique est stocké à l'abri de la lumière dans un endroit frais. Les objets sont rangés par matériaux, c'est-à-dire séparés, on sépare les céramiques des métaux. Le plan est stocké à sec après le nettoyage et ces objets seront par la suite, c'est-à-dire une fois étudiés, dessinés et photographiés, donc ils seront stockés et seront identifiés par un numéro qui est reporté sur une liste apposée sur l'étagère et ce, afin de pouvoir retrouver facilement ces objets sans avoir à les ouvrir toutes après.
Donc, dans le cadre de ce projet aussi, nous avons... Donc, dans le cadre de cette opération, nous avons procédé aussi à l'élaboration d'une base de données. Donc, tous ces data ont été enregistrés de façon numérique qui a permis de stocker diverses informations issues de contextes et d'origines différentes et de les associer. Donc, nous avons utilisé le programme FileMaker Pro, qui présente des avantages non négligeables, et il s'agit d'un logiciel de gestion de base de données le plus répandu dans le domaine de l'archéologie, grâce à sa simplicité, le confort de présentation, sa structure évolutive, plusieurs possibilités de fonctionnalités de tri et de recherche, association de plusieurs documents à la fois, import de documentation et production automatique de statistiques et des graphiques. Donc, la limite de cette base de données, c'est une base de données en fait textuelle associée à tout type de données, images et photos. Donc, les données issues de FileMaker Pro, on ne peut pas en fait les décliner sous forme de cartographie. Donc, en effet, les données issues de FileMaker Pro peuvent être liées à une composante spatiale, c'est la donnée GPS, puis être exportée dans un fichier Excel pour enfin pouvoir être réutilisée dans les logiciels de cartographie ArcGIS, par exemple. Donc, cette base de données actuellement comporte plus de 21 pièces archéologiques variant entre encre et amphore. Je souligne aussi par cette même occasion que toutes les découvertes qui ont été réalisées dans le cadre de notre mission d'expertise seront reportées dans notre base de données spatiale qui s'appelle Carte du patrimoine culturel subaquatique du littoral nord et du Cap Bon. Vous voyez ici déjà, nous avons recensé tous les sites qui ont été développés, étudiés, prospectés. Donc, et on est en train de positionner, à chaque découverte, nous sommes en train de positionner donc, tous les sites aussi sous-marins. Donc, c'est en cours de développement. Alors, les moyens logistiques qui ont été déployés donc, dans le cadre de ce projet, il s'agissait d'une embarcation donc, pneumatique équipée d'un hors-bord 140 chevaux, un sondeur donc, pour le balayage de la zone, des bouteilles de plongée, un compresseur, des équipements de plongée, du matériel de balisage, des parachutes de levage, ainsi que du matériel de prise de vue photographique. Nous remercions par cette occasion donc toute l'équipe de la Marine nationale et aussi M. Slim Mdimr pour la contribution de son centre de plongée à nous fournir les équipements nécessaires. Alors, nous passons maintenant à la présentation du mobilier archéologique découvert pendant cette mission. Ici, vous avez la carte donc, de répartition géographique des différents vestiges qui ont été découverts. Donc, comme je vous ai dit, tout le long de cette côte, donc ici les zones rocheuses où nous avons constaté qu'elles recèlent un vestige archéologique important, nous avons procédé à une prospection intensive. Donc, et la plupart des vestiges ont été donc, prélevés dans ce secteur et aussi dans ce secteur. Il s'agissait de deux caps rocheux, Cap Gamart et Cap Carthage ou Cap Sidi Bou Saïd. Donc, au total, 90 pièces archéologiques ont été prélevées dans le cadre d'un échantillonnage sélectif, 5 encres et mouilles en pierre, 9 encres en plan, 15 lingots métalliques, 2 objets d'accastillage ou matériel à bord ou de gréement à identifier, 55 fragments d'amphores de tout type varié et d'une chronologie large, une meule de basalte, donc une meule rotative, une brique en terre cuite. Donc la plupart de ces objets archéologiques prélevés se caractérisent par un parfait état de conservation et certaines pièces sont complètes, surtout le système d'ancrage. Alors passons
Ici, pour vous donner quelques images, je vous présente quelques images pour vous illustrer comment ces objets se présentent sur le fond. Alors, 90 des objets, ce sont des objets en surface qui reposent tranquillement sur les fonds, mais la seule remarque qu'on peut tirer, c'est que ce sont des objets isolés. Mais à quel point nous jugeons que ces objets sont des objets isolés, c'est-à-dire soit issus des rejets volontaires des marins quand le bateau venait pour trouver abri, par exemple, au pied du cap Gamart ou du cap Carthage, ou bien ces objets sont le résultat carrément un ouvrage, mais au long de tous ces siècles, c'est-à-dire des centaines, au long de ces siècles, on s'est vu une grande opération de pillage, vu que tous les objets se situent dans des petites profondeurs accessibles depuis la plus haute antiquité. Et on sait que déjà dans l'Antiquité, il y a ce qu'on appelle toute une corporation, les urinatores, donc ce sont des plongeurs recrutés en fait pour récupérer les cargaisons une fois échouées près de la côte. Donc, c'est pour ça qu'on trouve donc la plupart des objets en état isolé comme ça. Donc, mais cela, en aucun cas, exclut que certains objets sûrement sont issus c'est-à-dire des opérations de naufrage de navire. C'est-à-dire, et nous, en plongée visuelle, on peut que remarquer et distinguer les objets qui se trouvent sur la surface. Et tout ce qui se trouve en sédiment nécessite des équipements géophysiques performants avec un budget conséquent. Alors, parmi les lots du matériel archéologique trouvé, nous avons une belle collection des lingots métalliques, donc des lingots de plomb, des lingots d'alliage, de ça on ne peut pas prononcer, donc on reste prudent, on présente l'information telle qu'elle est. Actuellement, nous avons des barres, des barrettes, des lingots métalliques, donc, et ce n'est que par analyse isotopique qu'on peut définir l'origine de provenance de cette matière ou ces métaux ou cette matière première. Donc, seule une peut-être remarque que je peux avancer, c'est que certains lingots ont été trouvés à côté d'une amphore bétique d'origine hispanique. Et on sait très bien que l'Afrique importait les métaux de l'Espagne. Et que l'Espagne accaparait tout le marché des métaux fin premier et premier siècle après et deuxième siècle après aussi. Donc du premier avant jusqu'au deuxième, donc c'est l'Espagne, on peut dire, qu'elle dominait tout le commerce des métaux pour approvisionner les différentes provinces de l'Empire romain. Donc, mais on avance cette information prudemment et on ne peut pas confirmer que ces lingots provenaient tous de l'Espagne. Donc, 15 lingots en métal ont été découverts pendant cette mission. Ils se distinguent par une grande hétérogénéité de forme et de poids. Donc, certains lingots sont de forme rond, ovoïde, conique, quadrangulaire, et leur taille varie entre 28 cm et 44 cm. Donc, l'état de conservation de ces lingots est très altéré à cause de leur séjour en mer. Un de ces lingots mesurant environ 80 cm est composé de 2 barres soudées. Donc, ce lingot, il est un peu très spécial, donc, parce qu'en fait, nous avons 2 barres qui sont soudées. Est-ce qu'il s'agissait d'un alliage des métaux différents ou une simple lingot de plomb? Donc, seules les analyses archéométriques permettront l'identification de sa nature exacte et de sa zone de production. De point de vue historique, donc, ces lingots, qu'ils soient en plomb ou d'autres métaux, semblent être très prisés. Depuis la plus haute antiquité, les usages de plomb, et en particulier, sont cependant beaucoup plus diversifiés et concernent des domaines et des activités très variées. Parmi les utilisations du plomb, surtout pour les bateaux, c'est qu'on l'utilise pour, en fait,
couvrir c'est-à-dire la coque du navire avec une couche très fine en blanc pour assurer l'étanchéité du bateau. Donc, ces lingots témoignent d'un commerce prospère des métaux établi entre l'Afrique antique et les différentes contrées du bassin méditerranéen. Parce qu'aussi, à cette période, avant, on parlait aussi d'un commerce des métaux du plan avec la Germanie et avec la Gaule, donc avant l'Espagne, ou aussi en parallèle parfois. Donc, ces lingots, ils contribuent également au réseau d'approvisionnement et de diffusion dont témoignent les différents chargements des navires naufragés. Donc, ces lingots actuellement vont être conduits au laboratoire pour subir une opération donc, de traitement, de nettoyage et d'opération de nettoyage et de traitement. Le second lot important, c'est le matériel amphorique. Donc, le matériel amphorique, donc l'essentiel du mobilier archéologique de Cauvert, est constitué du matériel amphorique. Plus de 55 fragments d'amphores ont été prélevés, de types et d'origines variées. Ils témoignent d'une chronologie large qui couvre plusieurs périodes historiques. Parmi les types d'amphores donc déjà identifiés, nous soulignons des amphores puniques, des amphores italiques, bétiques, des amphores orientales tardives, des amphores africaines, des productions locales. Et certaines amphores sont de production locale, d'autres font l'objet d'importation. Donc ces amphores sont considérées comme des indicateurs chronologiques, en plus du renseignement qu'elles apportent sur les produits et denrées transportés ainsi que leur réseau de circulation. Donc une étude typochronologique de ce matériel amphorique est en cours après la phase de dessalage qui nous a nécessité entre 20 et 30 jours. Nous constatons que le mobilier amphorique est constitué en particulier des amphores altérés à cause de la forte houle, des courants violents caractéristiques des petits fonds et de son rapprochement de la côte. Donc une seule amphore de type africaine tardive, de type spathian, est dans un état parfait de conservation. Donc ici nous présentons dans notre intervention juste les premiers résultats. Donc plus tard il y aura une seconde conférence pour présenter les résultats scientifiques de ces différentes découvertes archéologiques et leur contribution dans l'étude de la navigation donc au bord de cette partie de la côte aux environs de Carthage aux époques différentes, aussi en rapport avec le commerce maritime. Donc une seconde conférence plus détaillée sera programmée prochainement. Alors, ensuite, nous avons une collection des encres ou ce qu'on appelle les éléments d'ancrage. Donc, la collection des encres nous a permis de présenter différents types en usage dans l'Antiquité, relevant ainsi une évolution importante de l'encre depuis son invention. Les premières encres utilisées, au moins à partir, c'est-à-dire les encres lithiques ou en pierre, utilisées au moins à partir du 3e millénaire avant, sont en pierre. Les premières et les plus simples étaient constituées par un bloc rocheux percé d'un trou pour faire passer le câble de mouillage et ce qu'on appelle des mouilles en pierre en fait, et ce ne sont pas utilisées en tant qu'encre, c'est-à-dire pour mouiller le bateau. Ces pierres aussi, ils avaient d'autres utilisations. C'est pour utiliser dans les petites embarcations des pêcheurs. Donc, parce que vu les bateaux, le volume des bateaux utilisés, donc ces encres ne peuvent pas jouer le rôle c'est-à-dire ces pierres ne pouvaient pas jouer le rôle d'une encre. Donc, ensuite, nous trouverons les blocs de pierre percés de 3 trous. Et nous avons ici pratiquement toutes les phases d'une pierre, donc non polie, simple, naturelle, avec un trou, à une encre bien polie, bien avec des 3 trous. Donc ça nous montre vraiment l'évolution des différentes phases de l'encre.
Ici, c'est juste pour vous rapprocher comment on utilisait ces encres. Donc ici, c'est une encre qui a été restituée et qui est exposée au musée d'Arles. Donc voilà les différents encres en pierre que nous avons utilisées. Donc deux encres à trois orifices techniquement plus évolués sont constituées d'une pierre, l'une trapézoïdale et l'autre triangulaire, traversée de trois trous symétriques. Dans les deux trous intérieurs donc, sont insérés deux morceaux de bois, sorte de herse qui se plantent dans le fond marin pour augmenter la résistance à la traction sur le fond. Ce type d'encre était déjà utilisé entre le Xe et le 8e siècle avant Jésus-Christ. En général, les encres en pierre connaissent une extraordinaire diffusion dans tout le monde antique. Elles ont été utilisées et réutilisées jusqu'aux époques modernes. C'est pour ça ce type des encres, on ne peut pas vraiment l'utiliser pour la datation, vu qu'ils ont été utilisés sur une longue période historique. Ce qui rend difficile leur datation, et en particulier quand elles sont découvertes, isolées et sans être associées à d'autres mobiliers archéologiques. Donc, en plus des encres lithiques, nous avons des encres en plan et essentiellement donc, les éléments de jas et les pièces d'assemblage. Bon, parce que vu les séjours de l'encre sous l'eau, donc le bois donc, ne se conserve pas, donc il s'effrite avec le temps, et ce que nous trouvons pendant les prospections et ce qu'il reste, c'est ces deux pièces en plan. Celle-là, elle s'appelle le jas, et la deuxième pièce, c'est la pièce d'assemblage, ou aussi appelée été. Donc, voici la collection des objets. Donc, l'utilisation des jas de plomb et leur diffusion dans la marine de l'Antiquité montre assurément un progrès technique par rapport aux jas en pierre. Donc, nous, on n'a pas, pendant cette mission, on n'a pas trouvé un exemple d'un jas en pierre. Donc, l'intermédiaire entre les encres lithiques et ce qu'on appelle encre mixte, parce qu'elle est composée du plomb et de bois, nous avons eu l'encre où le plomb s'est remplacé par des pierres, des morceaux de pierre. Donc, le même principe à peu près, mais ces pierres étaient composées par des pierres. Donc, pièce d'assemblage, l'encre OET destinée à maintenir l'angle et l'écartement des deux bras terminaux. Donc, rappelé aussi MAR, à la base d'une encre composite en bois et plomb. Elle est composée de trois fenêtres rectangulaires dans un cadre correspondant à l'axe central, ce qu'appelait aussi le verge, et aux deux mares au bras de la base de l'encre. En plus de servir de renfort à l'assemblage, comme le jas en plomb, cette pièce servait de lest à l'ossature en bois. 4 pièces d'assemblage ont été repêchées dont la taille varie entre 42 et 55 cm. Les encres prélevées donc correspondaient le plus souvent à des trouvailles isolées, pas nécessairement connectées à une épave. L'encre à jas de plomb apparaît probablement au cours du IVe siècle et constitue un autre progrès technique avec le recours à un métal plus flexible que la pierre et offrant une plus grande résistance au choc. Il est donc logique de supposer que ces encres diverses proviennent de bateaux qui utilisaient les écueils, les hauts fonds et l'extrémité des caps, tels que le cap de Gamarte ou de Carthage, comme mouillage provisoire par beau temps avant d'accéder au port de la cité de Carthage. Donc, ici, quelques exemples de jas d'encre. Donc, en ce qui concerne les jas d'encre, donc, ils sont au nombre de 4 aussi. Leur taille varie entre 80 à 100 mètres, à 100 cm. Le boîtier central, c'est ça, le boîtier central, où était insérée la verge, présente une forme rectangulaire, donc aux angles arrondis et 2 bras de section rectangulaire. Cette armature en plomb était complétée par une verge et 2 pattes en bois. Ils ne portent aucune marque visible d'après leurs dimensions. On peut estimer leur poids à environ 80 à 120 kg. Donc il faut il faut tout un ensemble d'encre pour être utilisé par un bateau de commerce. Donc ensuite, en détail, les pièces d'assemblage, donc qui sont destinées à maintenir l'angle
et l'écartement des deux bras terminaux. Donc, vous voyez ici. Il y a une seule qui est un peu différente, mais en réalité, elle pourrait, soit elle est conçue comme ça. Moi, personnellement, c'est la première fois que je vois ce modèle. Donc, mais sûrement qu'il y a d'autres parallèles à rechercher. Ou il se peut aussi qu'au milieu, elle a subi une altération, donc, et on a perdu la partie intérieure qui a été, par exemple, soudée. Alors, après ce travail, après notre intervention, la première chose que nous avons pensé, c'était quel type de mesures de protection qu'il faut entreprendre. Comme je vous ai dit que cette zone, elle est surfréquentée, cette zone donc subit de pillage, donc il y a eu des réunions avec la garde nationale maritime pour en fait assurer une surveillance des sites, au moins à part l'organisation des visites périodiques dans les zones que nous avons prospectées. Donc, entre autres aussi, il y a la question de sensibilisation. Donc, on ne peut pas interdire. C'est vrai que cette zone, c'est une zone archéologique très très riche en objets archéologiques, et nous, c'est-à-dire la quantité des objets que nous avons prélevés, c'est vraiment minime. Mais aussi, on ne peut pas classer toute cette zone interdite, parce que aussi, je pense qu'un citoyen tunisien, il a aussi le droit comme il a le droit de visiter un site archéologique terrestre, il a aussi le droit de visiter un site archéologique subaquatique. Et là, il y a tout un travail à développer sur la mise en place d'un plan de gestion, d'un plan de protection, et aussi de la valorisation et la sensibilisation. Et là, moi, je souligne en particulier les associations, les centres de plongée, les pêcheurs locaux, parce que même à ce jour, c'est-à-dire c'est une zone, moi aussi, c'est la première fois que j'apprends qu'il y a beaucoup de pêcheurs, des petits pêcheurs, des petites barques, donc il y a des filets partout. Il y a aussi les organismes tels que la Fédération des activités subaquatiques, la Fédération de la chasse sous-marine, qu'il faut que, en tant qu'institution chargée de l'étude et de la protection de ce type de patrimoine, de collaborer, de rentrer en contact avec tous ces organismes et ces partenaires pour établir un plan de sensibilisation. Donc moi, je pense, de point de vue personnel, qu'au lieu d'interdire, il faut sensibiliser, il faut qu'on aura dans le futur, on change notre concept, et surtout que la Tunisie déjà a ratifié la convention de l'UNESCO de 2001, qui, parmi les 4 principes, c'est encourager le public à accéder au patrimoine culturel subaquatique. Parce qu'on sait que le patrimoine culturel subaquatique, c'est-à-dire, il est réservé seulement aux gens qui pratiquaient la plongée. Mais actuellement, de nos jours, il y a des nouvelles technologies qui sont développées pour en fait ressortir ce patrimoine donc à travers le monde virtuel et le rapprocher du grand public. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Moi, je pense que ça peut être aussi, cette discipline, un horizon pour inciter les futurs étudiants, les doctorants à s'orienter vers le patrimoine culturel subaquatique. Donc, même de point de vue socio-économique, donc ça peut ouvrir des horizons d'emploi, donc au moins garantis. Donc, voilà. Et je vous remercie de votre attention. Merci de votre attention. Et je souligne que 2 points. Les photos sous-marines, ce sont des photos crédit photo qui reviennent à M. Slim Dimar, qui est aussi vidéographe et photographe spécialiste, et les données météo-marines et quelques données sur l'érosion qui ont été prises du rapport élaboré par la société privée Maritech, que je les remercie énormément. Donc voilà. Merci. Merci Wafa pour cette présentation très claire sur un domaine peu débattu dans nos sciences scientifiques à l'IMP.
Et ce que je retenais à la fin, et ce qui est très important à mon avis, c'est cette ouverture sur les aspects protection, valorisation de ce patrimoine subaquatique. Donc, s'il n'y a pas de questions pour Wafa, justement, il y a une question de c'est Ali Drib. Oui. Merci, je remercie aussi ma collègue Wafa de cette intervention, de cette communication intéressante. On a toujours l'occasion d'entendre des collègues sur des fouilles terrestres, mais là, les fouilles sous-marines, c'est important et je te remercie beaucoup, cher Wafa. Mon intervention porte sur deux petites questions. D'abord, lors de la plongée, est-ce que vous avez fait une cartographie, une carte sur l'emplacement de ces objets? Bien sûr. Et puis, autre chose, moi je saisis cette occasion, en fait, tu sais, parce que maintenant, l'IMP est en train de préparer un dossier sur le musée de Carthage. Ah, j'ai oublié cette information Non, parce qu'en fait... Je t'invite, je n'ai pas fini, Ah, mais d'accord, je ok. t'invite Je de ferai ça, rejoindre donc. l'équipe Oui. qui est en train de faire le plan muséographique du musée, parce que c'est intéressant ce que tu as découvert et que tu as parlé par la suite sur comment exploiter ces objets et qu'il faudrait inviter les gens, il faudrait exposer dans ce musée pour que les gens puissent voir ces objets que tu as intéressants, que tu as découverts. Voilà. Et je te remercie beaucoup de la... Merci, c'est Ali. Donc, pour répondre à la première question, donc, bien évidemment, chaque objet prélevé, nous avons les coordonnées précises et aussi représentées sur une carte que j'ai présentée tout à l'heure. C'est vraiment les premiers bribes d'un projet de cartes du patrimoine culturel subaquatique du littoral nord et de Caban, et on va repositionner tous ces points, bien sûr, avec les données textuelles, les données photographiques et les données aussi graphiques. Donc, et pour votre deuxième question, c'est vrai que j'ai oublié en fait de finir donc, tout à l'heure par ce que vous avez avancé. Donc, c'est vrai que ces objets actuellement, ils sont stockés dans nos locales techniques à Sidi Rais, mais après, c'est-à-dire après la phase de traitement, nous avons proposé déjà par une correspondance officielle auprès de notre direction de choisir quelques éléments de ces objets et de les intégrer dans le projet d'aménagement du nouveau musée de Carthage, tant que ces objets ont été déjà trouvés aux environs de la cité de Carthage. Donc ça, c'était dès le départ, ça c'était notre orientation. Donc, actuellement, juste c'est pour l'étude, pour faciliter l'étude et trouver le cadre pour le traitement et le nettoyage surtout. Merci. Voilà, merci. Voilà, merci à tout le monde. Maintenant, on passe à une pause de 5 minutes pour reprendre avec la deuxième conférence de Madame Sahir Bengarouia. You are now muted. bien sûr متعدي ديريكت تو تعدي ديريكت والشبكه ديما في اليوتيوب موجوده تدخل على اليوتيوب تاع دي ام بي هذه ايه البارح تعملوا هذه اول سيونس اول ايفينمون يتسجل ديريكت يتعدى ديريكت سهير من قلت لك الدور البنائي في المحافظه على التراث الوثائقي في المخطوطات اللي هو المعلم اللي هو المخبر الوطني سياسه وتنميه المخطوطات الرقميه اي فوالا d'accord, تجرب مع التسبيح أنا أمور الفيت سامحوني.
سهير تسكر الكام شويه. دكا انا ما طلعتليش باج دقاق من الاول، طلعت في الوسط. اي دقيقه سكر الكام شويه من بعد. حل حل سهير. حليت فوق سي بون. مش علاش تخرج كبيره قاعد تخرج شويه كبيره دقيقه برك. سي بون هكا دقيقه سهير. تبيها سهير. احنا معنا الصوت يطلع؟ لا باش يطلع تو الصوت. You are now muted. حمدان You are now unmuted. لا سهير تنجم تبدا. ما نجمش نبدل محمد علي. يا سهير. سي بون جاتك. دقيقة سي بون نبدا. تنجم تبدا على روحك. ورحب بجميع الحضور الكرام ورحب بجميع المتداخلين، وأتمنى أن تعم الفائدة للجميع، وأشكر على كل من ساهم وإعداد هذه الحصة الأكاديمية، وخاصة أشكر شكر خاص للسيد حمدان بن رمضان. في بداية مداخلتي التي بعنوان دور المبنى في الحفاظ على التراث الوثائقي، أريد أن أعرف بصفة وجيزة على هذا الموروث الوثائقي، إن كان من الكتب النادرة أو من المخطوطات بصفة خاصة. الهواء، مما يؤدي إلى إصابتها بالأحماض وبالتالي تؤدي إلى تلفها. نجد عاملين مهمين لهذه العوامل الكيميائية هي الملوثات الهوائية والحموضة. من أكثر هي الغازات الملوثة هو غاز ثاني أكسيد الكبريت الذي يتحول بعد تأكسده إلى حمض الكبريت، والذي يؤدي إلى ارتفاع حموضة الأوراق فيجعلها هشة، بالتالي قابلة للتكسر والتلف. العامل الثاني وهو الغبار، هي حبيبات صغيرة يحملها الهواء في صورة غبار أو رماد خفيفة تلتصق على جلود المخطوطات، وبالتالي وتتأثر وتجلب معها جراثيم وفطريات وبويضات حشرات التي سرعان ما تنمو إذا توفرت بالطبع الحرارة المناسبة والرطوبة اللازمة للنمو، بالإضافة إلى احتواء هذه الأتربة على آثار من العناصر المعدنية كالحديد الذي يلعب بدوره في انتشار البقع الكيميائية والصفراء والبنية التي معناها نراها ديما معناها على سطحات المخطوطة وتتكاثر في ارتفاع الرطوبة.
الحفظ الوقائي من هذه العوائل الكيميائية: استعمال أولاً مرشحات كربونية أو موائية تحتوي على محاليل قلوية للتخلص من ثاني أكسيد الكبريت داخل أماكن الحفظ أو عرض الوثائق النادرة، إن كانت عرض أماكن الحفظ يعني التخزين أو عرض أو قاعة عرض. يجب الحرص على النظافة الدورية للمخازن وإزالة الغبار باستعمال مكابس كهربائية لشق الأتربة وما يتعلق بها من مواد ضارة، مع منع باتا للتدخين داخل المخازن أو داخل مكتبات أي مؤسسات الحاضنة أو الحافظة لهذا النوع من المواد الوثائقي. العامل الثاني وهو عامل بيولوجي، فمثل هذه العوامل في الكائنات الحية التي لها دور في تلف واندثار المخلوقات، سواء كانت مرئية كالقوارض والحشرات أو كائنات دقيقة كالفطريات والبكتيريا. وهذه الكائنات تتميز بقدرتها على التكاثر والانتشار أينما وجدت الظروف المناسبة، مثلا تغير في درجة الحرارة ونسب الرطوبة، وتظهر الأضرار البيولوجية على المخلوق في شكل فقود وقطوع في الأوراق، مما يتسبب في تشويه الوثائق في هلاكها وفي تشوهها وهلاكها. أما الكائنات الدقيقة فهي تتغلغل في نسيج الورق، متسببة في ظهور بقع بنية لونية وإفرازات لزجة ضارة بالورق أي بالمخطوط. للحفظ الوقائي من هذه العوامل يجب ضرورة تركيب جميع فتحات التهوية الطبيعية في جميع فتحات التهوية الطبيعية يجب تركيب مشبك بشقوق ضيقة، وذلك لمنع دخول الحشرات. ثانيا وضع نفايات في مكان مخصص لها بعيد عن المخازن، وذلك لتفادي ظهور القوارض. ثالثا التعقيم الدوري لمخازن المخطوطات وقاعات البحث والمطالعة. أين يحفظ المخطوط يجب تعقيم المكان بصفة دورية، وتعقيم جميع المخطوطات المتضررة وغير المتضررة مع توفر شروط الحماية من العوامل الكيميائية والطبيعية التي ذكرناها فيما سبق. أخيرا هو إقفال المخازن المعقمة لمدة 24 ساعة بعد التعقيم. ثالثا العامل الثالث وهي العوامل الذاتية، أي دور الإنسان في إتلاف المخطوطات أو الموروث الفكري. كيف للإنسان له دور في إتلاف المخطوطات؟ وذلك باستخدامه الخطأ لهذا الموروث عن طريق ترميم أو تخزين أو حتى طريقة تداولها. ويمكن إجمال هذه الحالات باستعمال مخطوط بأيدي غير نظيفة مثلا يتسبب في وجود بقع عليها، إضافة علامات أثناء القراءة أو بأقلام ذات ألوان التي يصعب فيما بعد إزالتها، وهو ما يشوه المخطوط فيما بعد. ثاني زوايا بعض الصفحات للدلالة على موقف انتهاء القراءة ما يساعد على كسر ألياف الورق. الضغط على كعب المخطوط مثلا. التدخين يضيف كذلك نسبة الحموضة وبالتالي يتلف الأوراق ويسبب في هشاشتها وسهولة كسرها. وهذا بالطبع هذا سوء التعامل مع المخطوط أو الموروث الوثائقي، وهو ينبع من جهل بعض العاملين في خزن المخطوطات وفي خزنها وطريقة تداولها أو طريقة وضعها على الرفوف، مما يعرضها للضرر والأذى. بالطبع للحفظ الوقائي من هذه العوامل الذاتية يجب أن يكون الإشراف على صيانة وحفظ هذا الموروث الوثائقي المهم. يجب يتطلب وجود فريق مختص في ترميم المخطوطات له من المعرفة والدراية والمعرفة العلمية أو الفنية تخول لهم التعامل مع هذا التراث الفكري. أيضا ونقطة مهمة جدا هو ضرورة مواكبة التكنولوجيا الحديثة في ترميم وحفظ المخطوطات، وذلك بحضور دورات تكوينية وندوات في هذا المجال تحت إشراف طبعا خبراء مختصين في هذا النوع من التراث. نتطرق الآن إلى العوامل الخارجية أي المتأتية من خارج المبنى، وهي عوامل أساسها مناخية وطبيعية. ما معنى العوامل المناخية؟ العوامل المناخية تتمثل في التغيرات المناخية، تغير درجة الحرارة، بالطبع نسبة الرطوبة، الإضاءة، حيث تلعب هذه العوامل دور في سرعة تدهور المخطوط وتلفه. مع العلم أن أي تغير في درجة الحرارة ينتج عنه تغير في درجة الرطوبة، يعني مرتبطين ببعض، مع اعتبار أن الضوء يعني الإضاءة هو مصدر حراري. مثلا ارتفاع نسبة الرطوبة يؤدي إلى تلف المخطوط بنسبة 100% ويضغط أوراقه ويسبب تشوه في شكله. تتكون البقع الترابية المائية نتيجة تسرب الأتربة والغبار على صفحات المخطوط مع ظهور بقع صفراء، وتؤدي
وبني نتيجة تأكسد الحديد الموجود في الغبار والأتربة، وهي من العوامل الداخلية التي ذكرناها. تتكون الحموضة في الأوراق، تساعد على نمو فطرية البكتيريا والحشرات وقابلة الورق، وهي من العوامل البيولوجية التي ذكرناها فيما سبق. ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى إصابة الأوراق المخطوط بالهشاشة والجفاف، وبالتالي يصبح قابل للتكسر عند التنمية. تجاعد جلود المخطوطات تسير التفاعلات الكيميائية المرتبطة بالجلود والأوراق مع نمو بعض الكائنات الدقيقة، وهذه من العوامل الداخلية التي ذكرناها فيما سبق. تأثير الضوء على المخطوط، كما قلنا أن الضوء هو مصدر حراري يساعد على ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي يساعد على ظهور الأعراض التي تسببها الحرارة المرتفعة، يعني ضرورة إضافة إضاءة مناسبة لحفظ المخطوط أو المكان أين يوجد المخطوط، إن كان حفرة أو إن كان عارضة. من تأثيرات الضوء على المخطوط هو ظهور بقع خضراء وبنية لأماكن تعرض الضوء نتيجة تفاعل النشاط في الورق، وزوال إذا كان هناك مخطوط أو كتب مكتوبة بلون الأحبار الحديدية والصفرية المختلفة، هذه الألوان الأحبار الحديدية تزول مع تعرضها للضوء. الحفظ الوقائي من العوامل المناخية ومن تغير المناخ الذي يتمثل كما ذكرنا في تغيير درجة الحرارة وانخفاض الرطوبة. التحكم في درجة الحرارة وسط الرطوبة داخل القاعات إذا كان عرض أو خزن يجب أن تكون درجة الحرارة بين 20% و 18%، ونسبة الرطوبة درجة الحرارة بين 20 درجة وبين 18 درجة و 20 درجة، ونسبة الرطوبة 55% و 60%. واستخدام يجب لتعديل درجة الحرارة والرطوبة المناسبة لحفظ المخطوط أو البوابة الوثائقي، يجب استخدام أجهزة التعديل والمراقبة الدورية لنسبة الرطوبة والحرارة المطلوبة في التخزين والحفظ، تركيب أجهزة تكييف هواء، والتعهد الدائم، وأركز جدا على كلمة التعهد الدائم بصيانتها، تركيب ستائر أيضا قاتمة اللون على النوافذ، وساوية حماية الوثائق من ضوء الشمس، تركيب إضاءة خاصة بالطبع داخل المخازن. العوامل الطبيعية هي عوامل خارجية، هي مثلا أن العوامل الطبيعية تتلخص في وجود زلازل، طوفانات، حرائق، وكل منطقة من الكرة الأرضية تتميز بهذه الخصائص الطبيعية وتركيبة جيولوجية معينة، لذا وهي من العوامل المدمرة من المباني بصفة مباشرة، وبالتالي ستتسبب في اندثار لا قدر الله أو تلف وضياع المخزون الوثائقي. الحفظ الوثائقي من هذه الحفظ الوقائي من هذه العوامل الطبيعية، يستحسن إنشاء مبنى تخزين المخطوطات خارج المناطق المهددة، أو بالأحرى من الضروري إنشاء مبنى تخزين المخطوطات خارج المناطق المهددة من خواطر العوامل الطبيعية. يجب أن يكون المبنى الخاص بالتخزين والحفظ خاضع للمواصفات الدولية والشروط السياسية والعلمية لمباني المعلومات والمكاتب، يعني أن يكون مقاوم للعوامل الطبيعية كالزلازل والفيضانات والحرائق. سوف نتطرق الآن إلى دور، بما أن تطرقنا إلى العوامل المسببة للتلف، سوف نتطرق إلى دور المبنى في حفظ وصيانة التراث الوثائقي وفي الحد من هذه العوامل التي ذكرناها التي تطلق الموروث الوثائقي. يعتبر المبنى الخاص بحفظ وتخزين التراث الوثائقي مبنى ذو خصوصية علمية وتقنية، وتصميمه يجب أن يخضع لمواصفات دولية خاصة بمخازن المخطوطات والكتب النادرة. البنية الإنشائية لهذه المباني لها دور فعال في عملية الحفظ المخطوط، وذلك بتقليل من درجة تأثره بالبيئة المحيطة به وحمايته من أخطار العوامل الخارجية وأساسا الطبيعية. خصائص ومواصفات التقنية لمبنى حفظ المخطوطات. نقصد بمبنى حفظ المخطوطات هي المراكز والمؤسسات المخصصة لحفظ المخطوطات، إن كانت مكتبات، إن كانت قاعات عرض، وإن كانت مخبر وطني للمخطوطات ولترميم أو صيانة المخطوطات. فهي دائما تخضع لمعايير، فهي وجوبا يجب ان تخضع لمعايير فنيه وعلميه لحمايه هذا التراث الفكري المكتوب من اخطار العوامل الخارجيه كالعوامل الطبيعيه، اي ان يكون مقاوم لهذه العوامل كالزلزال والفيضانات والحرائق. الهيكل الانشائي لمبنى خزن المخطوطات يلعب دور مهم في حفظ الوقائي للمخطوط، وذلك بالتصدي لخطر العوامل المناخيه اي المتغيره وهي التي ذكرناها، وهي العوامل الداخليه اي تغير درجه الحراره ونسب الرطوبه.
نتطرق إلى الخصائص التقنية من الناحية الإنشائية لهذا المبنى. هناك سنتطرق على الهيكل الإنشائي، الهيكل العمودي، وإن كان هيكل عمودي أو إن كان هيكل أفقي. نبدأ بالأسفل وهو هيكل أفقي، وهذا ضرورة حماية أسقف وأسطح المدني خاصة بالحفر المحفور بطبقات من أولا طبقة من عازل الماء حتى نمنع تسرب أي مياه الأمطار إلى داخل المبنى عن طريق تشققات التمدد الناتجة عن الحرارة، وبالتالي نقضي على أضرار الرطوبة وتأثيرها على الحفظ السليم للمحفوظ. ثانيا طبقة من العازل الحراري لحماية الأسقف من تعرض لأشعة الشمس المباشرة التي تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في المكان. أقدم لكم مقطع من سقف مبني بطبقات من طبقات عازلة، إن كان طبقة العازل المائي أو إن كان طبقة، هنا نجد طبقة السقف الخرساني، طبقة العازل المائي ثم طبقة العازل الحراري، وذلك لحمايته من تعرض أشعة الشمس أو من المياه الناتجة عن مياه الأمطار إن كانت يعني التي تتسرب إلى داخل المبنى إن كان هناك تشققات ناتجة عن التمدد. على مستوى الجدران الهيكل العمودي، لتصدي العوامل المناخية وتغيراتها يجب أن يكون المبنى من جدران عازلة للحرارة والرطوبة، وذلك بوضع على الجدران طبقات من الخشب أو المطاط أو الزجاج لتعزل هذه العوامل المؤثرة على سلامة المخطوط. إليكم مقطع من جدار داخلي مع العازل الحراري. جدار بالمتاجر، هناك عازل، حاجة البخار، وعندنا الطبقة النهائية الداخلية. جدار خارجي مع عازل حراري، جدار معرض يعني خارجي معرض لكل العوامل، جدار عازل، ثم الطبقة الآلية الزجاجية العازلة والطاس إلى النهاية. هنا سيتم تحديد الجدار. هنا أقدم لكم مثال هندسي لمخزن المخطوطات. هذا مثال من جدار خارجي مع عازل حراري، وكذلك مثال من جدار داخلي مع عازل حراري. على مستوى الأسس، من الأشياء المهمة أو الضرورية هي حماية الجزء السفلي للجدران من الرطوبة الحادة نتيجة صعود مياه الرشح أي الفرنسية ريمونتي وكذلك. من الأرضية وجب ضخ مادة عازلة تمنع تسرب هذه السوائل عبر الأرضية إلى الجدران. هنا أقدم لكم مثال تفصيلي كيف يتم ضخ لمنع الطبقة العازلة لمنع تسرب مياه الرشح حتى لا تلامس الأباز يعني الأرضية الجدران. مثال أيضا تفصيلي خفض أثناء الضخ وبعد، يعني ضخ هذه المادة العازلة حتى نمنع صعود مياه الرشح وملامستها للجدار المبنى. باز لير. تطرقنا لجانب الخصائص التقنية نعم. الآن سنتطرق إلى الخصائص الوظيفية للمبنى. المبنى بحفظ المخطوط وصيانته. أساس من ناحية التصميم الداخلي للمبنى. المبنى دور وظيفي يتجلى من خلال تقسيم مثالي الفضاء، يعني حسب المساحة المطلوبة هناك لكل مساحة مطلوبة هناك مهمة داخل المبنى.
الذي يضمن بالتالي حسن سير العمل داخله ويسهل التعامل مع المخطوط، مما يؤثر إيجابيا على نفسية مستخدمي الفضاء من مرممين وخبراء وعملاء. لضمان سلامة المخطوط ونجاح حفظه، ينصح أن يكون الفضاء المخصص لحفظ الموروث الوثائقي في أسفل المبنى ينصح، وإن لازم الأمر في طابق أرضي تحتي حتى لا يتعرض للإضاءة المباشرة. وذكرنا أضرار الإضاءة المباشرة من التي تسبب في تلف المخطوط أو بصفة عامة الموروث الوثائقي. ضرورة أن يكون التصميم الداخلي لمركز المخطوط قابل للتطور، أي قابل للتوسعة أو استخدام التكنولوجيا الحديثة في حفظ وترميم المخطوطات من تجهيزات ومعدات. يجب أن يكون المبنى قد صمم وفق المعايير العلمية لحفظ والتقنية لحفظ المخطوط، مثلا ضمان التهوية الطبيعية، خلق منافذ في حال الطوارئ لإخلاء المكان، وبالتالي بحماية الموروث الفكري. هذا مثال هيكلي لمختبر ترميم المخطوطات. كيف يتم توزيع الفضاءات حسب المهمة لكل فضاء. مثلا نجد في أول هذا المثال الهيكلي قاعة للاستقبال وهي قاعة للعموم، يعني الجزء qui est entouré en vert هذاك c'est مخصص لفضاء مخصص للعموم. قاعة الاستقبال فضاء مخصص للباحثين والطلبة، قاعة العرض المتحفي لهذه الكتب النادرة أو مثلا مخطوطات أو كتب نادرة، مخطوط وثائقي بصفة عامة. الجزء الثاني الجزء الأحمر هو فضاء مخصص للمختصين، إن كانوا تقنيين مرممين عملاء، وهو نجد فيها التقسيم الفضائي ورشا الترميم اليدوي ورشا الترميم الآلي. في جزء آخر نجد قسم الرقمنة والقهوة والدراسات. في الجزء الأخير نجد خزينة المخطوطات ما قبل الترميم ثم خزينة المخطوطات ما بعد الترميم. نتطرق الآن إلى أهمية الأجهزة وتأسيس أي الأساس لحفظ سلامة المخطوط. بعد أن تطرقنا المبنى بصفة عامة للهيكل الإنشائي للمبنى، فيما بعد وظيفة المبنى والتقسيم الفضائي داخل المبنى، الآن الأجهزة والأساس لحفظ سلامة المخطوط. يجب أن يحتوي المبنى على معدات للكشف عن الحرائق والتصدي لها وتكون متطورة جدا. يجب أن تكون قاعات الخاصة بعرض المخطوط مجهزة بستائر وسواتر أوتوماتيكية لحجب أشعة الشمس. يجب أن تحتوي كذلك المكتبات أو القاعات العرض والخزن على أجهزة تكييف الهواء لتعديل نسبة الرطوبة المطلوبة والحرارة. تزويد جميع الفتحات داخل المبنى بحاجز مشبك بثقوب ضيقة تمنع دخول الحشرات ومن دون أن تحد من تدفق الهواء للقضاء على أي عامل بيولوجي. الأساس ودوره في الحفظ الوقائي للموروث الفكري. ضرورة أن تكون الأساس طبعا متمثل في رفوف. ضرورة أن تكون الرفوف معدنية وتطلى بأكثر من طبقة لتجنب تأكسد المعدن، كما يجب أن تكون خالية من الحواف المدببة والاستواءات. ضرورة أن يعلو الرف الأسفل على مستوى الأرضية بما لا يقل عن 15 سنتيمتر حتى نحميه من الرطوبة، نحميه من أي عامل خارجي أو من أي عامل قد يسبب في تلفه. المسافة بين الرفوف والحائط يجب أن لا تقل عن 5 سنتيمتر، وتغطى في الجزء العلوي بألواح لحمايتها من الغبار. ترك مسافة بين الرفوف حتى يتدفق الهواء. تسهيل مناولة المخطوط للمرممين أو التقنيين التي يجب أن تكون الرفوف عالية جدا. أمثلة لخزائن حفظ المخطوط أو الكتب النادرة. ختما، بناء على ما سبق يمكن أن نستخلص المعايير التقنية المطبقة في حفظ الموروث الوثائقي داخل المؤسسات المخصصة للتخزين. هذه المعايير والشروط القياسية المعمول بها في مثل هذه المباني. أولا، يجب أن يكون المبنى مقاوم للكوارث الطبيعية. يجب وجوبا أن يكون الهيكل الإنشائي المبنى مصمم تقنيا لتعادل العوامل المناخية المتغيرة. التصميم الداخلي يجب أن يحترم المساحات المطلوبة لكل قسم من أقسام المبنى. أن يكون مخزن المخطوط في أسفل المبنى لحمايته من الضوء المباشر. ثم
التهوية الطبيعية، وجود معدات متطورة لكشف عن الحرائق والتصدي لها، كذلك معدات لكشف عن الحريقات متطورة وحديثة، وجود معدات وتجهيزات لضبط درجة الحرارة ونسب الرطوبة داخل القاعات، التهوية الاصطناعية ورفوف معدنية للتخزين والحفظ. شكرا وأشكر جميع الحضور، وأرجو تكون المداخلة قد نالت إعجابكم والاستفادة منها. شكرا سهير على هذه المداخلة القيمة. ننتظر إذا كان فما بعض التدخلات أو الأسئلة من المتابعين. فوالا دونك حتى بالنسبة للمداخلة الأولى الأسئلة تم تقديمها والإجابة عليها من طرف الزميلة وفاء بن سليمان. إذن شكرا سهير، وعفوا على الانقطاع اللي هو السبب نتاعو انقطاع تقني كتجربة أولى، دونك بعض المشاكل التقنية، لكن إن شاء الله نتلافيها في الحصص القادمة. شكرا للجميع وإلى اللقاء.